Je vais demander aux personnes qui s'occupent de la technique de rentrer en contact, je suppose qu'ils le sont déjà, avec Julia Kristeva et de la passer en ligne pour qu'elle nous rejoigne. Oui, bonjour. Est-ce que nous sommes en ligne tous? Oui, Est-ce qu'on se voit? Oui, Julia, je vous vois, je vous entends, très bien. J'aurais... Comment faire pour ne pas vous présenter, étant donné le niveau à quel point vous êtes connu dans le milieu de ce congrès parmi les analystes. Je crois que tout le monde est impatient de vous écouter. Donc, on sait vos talents multiples, ouverts sur beaucoup de monde, tant du côté de la philologie que de la psychanalyse, que de vos talents d'écrivain et la quantité de travaux que vous avez faits sur les biographies et même sur la dimension roman. Donc, je crois que vous présenter exigerait énormément de temps et je dirais que votre nom tout seul est déjà une annonce en tant que telle. Donc je vous passe la parole sans tarder, Julia. Merci beaucoup Bernard, et merci surtout aux rapporteurs Eva Weil, Viviane Chetrit et Michel Granek d'avoir éclairé et déployé ce lieu, cet espace de la psychanalyse qui nous habite et qui nous préoccupe. Un écho aux échanges sur le destin transgénérationnel de ce dispositif que je viens d'écouter, je voudrais associer deux temporalités de l'inconscient et du transfert. D'abord, une temporalité qui, à mon sens, traverse le judaïsme, que le génie de Freud inscrit dans ce que l'expérience analytica d'universel et que j'avais l'intention de développer à Jérusalem, le lieu prévu initialement pour notre congrès. Je ne vais l'esquisser que très brièvement aujourd'hui pour vous convaincre que le lieu psychique, le lieu psychanalytique plutôt, et en ce sens aussi psychique, mais tel que la psychanalyse nous le révèle, est un dépôt de l'histoire. Le lieu psychanalytique est un dépôt de l'histoire. Autrement dit, qu'on ne quitte pas Jérusalem quand on s'engage en psychanalyse. Et je vais rappeler ensuite quelques répercussions de la pandémie virale actuelle sur l'espace-temps psychanalytique. La Fondation d'Israël, et je m'adresse à des gens qui connaissent cette problématique beaucoup mieux que moi, je les ai entendus et écoutés avec beaucoup d'intérêt. La Fondation d'Israël, selon la Torah et le Talmud, n'est qu'un perpétuel arrachement, à mon sens et à ma lecture. Exode, exil, retour. Cette instabilité qui s'insinue dès l'origine, dans l'origine elle-même, ce voyage fondateur qui dissémine d'emblée l'essence du peuple élu, déracine les humains de leur sol pour réunir leur communauté nomade en une seule alliance possible qui n'est en définitive que symbolique. Un messianisme universaliste s'esquisse à mes yeux d'ores et déjà. Les absents de chez eux ne se rassemblent que dans la parole, elle-même tendue vers l'innommable, et dans le livre qui en témoigne. À l'écoute de mes analysants, qui se transfèrent depuis leur lieu natal au lieu nouveau et provisoire du processus analytique, passage et passerelle, rebond de ce qu'ils croyaient être leur propre vers d'autres pensées et liens, je reprends la Bible et je la relis. Exode, exil, retour. Yahvé dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Et comme pour faire comprendre que l'errance est structurelle, le texte biblique ne se lasse d'en repérer les figures.
car la nuée de Yahvé était sur la demeure pendant le jour et un feu était en elle pendant la nuit aux yeux de toute la maison d'Israël dans tous leurs déplacements, Exode, etc. Donc, entrée, sortie et alliance. Cette logique imprime à la fois une instabilité et une faille essentielle, ainsi qu'une promesse de solidité et de protection qui ne s'obtiennent que dans l'exigence de pensées sont indéfinies, sont infinies, sa problématique son problématique perfectionnement moral dans le temps à venir. Quant à l'exil, restitué par le discours prophétique, il est inséparable de sa rhétorique tout en menaces et en promesses. Isaïe, Jérémie, Ézéchiel parlent une détresse qui apparaît comme une théophanie négative, tout autant que comme un rappel de renouveau. Exil et paroles prophétiques semblent être les deux faces d'une nécessité structurelle. Il faut prendre conscience de l'incurable perversion des humains. Il faut se servir de la réalité de la déportation pour ainsi seulement transformer tout ça en une incitation au cheminement psychique, en un arrachement à soi-même, à un voyage jamais achevé. L'incitation de Jérémie est une des métaphores les plus puissante. C'est une incitation qui est une incantation, mais je la prends aujourd'hui et je mesure l'actualité dont on vient de parler tout à l'heure. L'incantation de Jérémie que je me plais à reprendre est une des métaphores les plus puissantes de cette désolation prophétique. Je le cite. C'est Jérémie 8, 11. Il pense à la légère la blessure de la fille de mon peuple en disant la paix, alors qu'il n'y a point de paix. Jamais de paix et toujours l'exil. Je le répète, ce discours résonne aujourd'hui comme une révélation de la faille essentielle de la condition humaine. Questionnement, brèche dans la plénitude. Ce qui veut dire que si une conscience reste à l'écoute de son incomplétude, c'est à ce moment seulement et à cette condition seulement qu'elle devient ce veilleur de nuit qui résorbe sa mélancolie, qui résorbe aussi son masochisme primaire en un pari sur le sens continuellement reconstitué, continuellement reconstruit d'une vie psychique ainsi seulement possible, ainsi seulement en tant qu'exode, exil et retour. Le christianisme doloriste devait exalter la culpabilité qui résonne dans ce duo exil, retour et faute. Exil et faute, exil, retour et faute. Il fallait attendre dans les brèches de l'agnosticisme une autre écoute, intransigeante, autre que le christianisme culpabilisant, et cependant écoute bienveillante, celle de la psychanalyse freudienne, pour que l'exil, tel que nous le restitue le prophète, se dévoile dans le transfert comme un pari sur l'arrachement constitutif de la condition humaine. Quant au retour, en définitive, il ne saura être qu'un retour d'Israël à l'ambition d'une lumière des nations. Isaïe 42, 2. Égypte, Couche, Séba passeront chez toi et t'appartiendront. Mais cet universalisme eschatologique, à peine esquissé, nécessite avant tout et absolument un second exil et le retour toujours à l'alliance. La résurrection étant continuellement à venir, ce voyage s'écrit sans fin. Le retour est une promesse certaine, à condition qu'on la lise dans l'ensemble ternaire du trajet voyageur. Exode, exil et retour. Jamais une fin en soi. Le retour lui-même est une figure de l'arrachement, un second exode, prélude à un autre exil et un autre retour. Paix, paix, alors qu'il n'y a point de paix. Le cri de Jérémie n'assène pas le désespoir, mais lègue une parole éclairante
qui ouvre le temps biblique. Je vous propose de penser que ce temps biblique est aussi celui de l'ère planétaire, dans lequel nous sommes entrés après les temps modernes. Un temps dans lequel le nécessaire déracinement ne pourra s'acheminer vers l'apaisement des hommes que dans l'exigence extrême de la pensée, exigence extrême de l'imagination et de la culture dont participe la découverte de l'inconscient et la pratique de la psychanalyse. Toujours au-delà de la séparation et de la perte, dans le voyage hors de soi, vers de nouveaux liens inconnus à réinventer avec les autres. La prophétie de Jérémie n'était qu'un début. Continuons le transfert. Alors, est-ce possible? Quelles sont les particularités, les symptômes de cette survivance que nous avons découvert avec nos patients dans la pandémie virale et que les textes bibliques portaient en son sein? En relisant dans ce contexte malaise dans la civilisation, j'étais saisie par une phrase de Freud qui m'avait échappé jusqu'à présent. Freud propose, dit-il, une brève formule pour l'évolution de la civilisation. Voici la formule. C'est tout simplement, je le cite, le combat de l'espèce humaine pour la vie. Le combat de l'espèce humaine pour la vie. Voilà ce qui nous saisit à ce moment extrême où la viralité est perçue non seulement comme un ennemi extérieur, mais elle est inscrite et elle est perçue aussi comme inscrite comme une complice menaçante de notre propre intérieur et dans notre propre intérieur. L'agent pathogène est en nous, se développe en nous, nous en sommes. Pour le dire autrement, le lieu analytique offre une écoute particulière qui participe de cette dimension du trauma sur lequel je vais revenir. Mais en attendant, je voudrais insister sur le contexte viral dans lequel l'analyse et l'analyste que je suis est frappée par l'extrême proximité qui se pérélabore dans la cure, tout particulièrement quand elle est menée par le téléphone. Le pacte analytique appelle toujours, quel que soit le dispositif, et chacun des protagonistes, l'analyste en particulier, à ne trouver la bonne distance qu'en assumant dans le lien transférentiel, et les exemples qui ont été donnés tout à l'heure pour la transmission le montrent, pour n'assumer que ainsi seulement en assumant le trauma lui-même, l'intensité du trauma de l'autre. Ces traumas, l'analysant n'est venu que pour pouvoir les nommer, et l'analyste seul peut les entendre. Je suis sollicitée pour être à la hauteur du trauma. La pandémie a ouvert le trauma au centre de la singularité de chacun. Le discours macropolitique des mesures, des statistiques, l'économie, les engagements idéologiques divers ne participent pas de cette dimension traumatique partageable. Assumer le trauma veut dire qu'il ne suffit pas de l'écouter uniquement par l'oreille et la logique, mais de l'écouter avec la chair des mots, ce que j'appelle la chair des mots. Comment? J'ai relu Hamlet à cause d'un travail que je fais sur Dostoïevski. Le personnage de Shakespeare emploie l'expression de readiness, que Yves Bonnefoy traduit par disponibilité, plutôt que par être prêt. Ce à quoi Hamlet ou Shakespeare est prêt ou disponible, c'est la mort, tout simplement. La mort qui l'entoure, la mort qui est à l'œuvre dans l'humain et que lui-même ne se refuse pas à donner. Hamlet se refuse pas à donner la mort lui-même. Il tue comme ça lui vient. Hamlet est agent et victime de la mort. Et la pièce se termine par l'invraisemblable promesse de Fortinbras qui nous invite, qui invite les lecteurs de Shakespeare à entendre, à continuer et interpréter cette readiness,
cette disponibilité de Hamlet, la disponibilité à la mort. C'est la disponibilité à la mort, autrement dit, notre coprésence dans la mortalité et dans la vie réciproquement l'une dans l'autre, c'est de cette disponibilité que découle, me semble-t-il, la gravité de notre éthique, comme éthique de la survivance, avec et par-delà la mort. Donc, pour le dire autrement, je reviens au lieu analytique qui me paraît offrir une écoute particulière qui participe de cette disponibilité à la mortalité, disponibilité à la mort, cette dimension pulsionnelle du trauma que j'appelle dans sa dimension pulsionnelle la chair des mots. Beaucoup d'analysants se sont plaints de la solitude que leur impose confinement et déconfinement. Dans la situation prévirale, la solitude de l'internaute s'était bercée de l'illusion de ne pas être isolé parce qu'il était déconnecté ou connecté, ou dans d'autres formes de désocialisation physique. La pandémie virale a fragmenté ces solitudes, amené une sorte de mousse implosive ou explosive. Nous assistons avec nos patients dans la cure en confinement à une désintégration consciente inconsciente, aux angoisses du vide, attaques de persécution, déchaînements de haine et de violence. Et la séance devient le seul lieu où cette déliaison toxique peut avoir une chance de se faire entendre et perlaborer. Je résume, l'analyse est exposée à reconnaître et accueillir la position phobique centrale du psychisme. Une petite excursion dans l'histoire de notre société, parce que nous sommes un congrès sur la psychanalyse de langue française. Je relus pendant le confinement le rapport de Ilse et Robert Barrande sur la perversion, dans lequel ils font un lien entre la position phobique centrale et la néothénie. Les êtres humains étant inachevés, il en découle une fragilité coexistentielle à la condition humaine. Face à la pandémie et son taux croissant de mortalité, et par-delà l'angoisse de séparation, de castration ou le manque, c'est à la condition phobique centrale que j'ai prêté attention et qui me semble avoir envahi la séance. J'ai entendu comment notre finitude humaine révèle la panique innommable du néothène. La dépendance de l'infantile a ressurgi non pas sous la forme de l'effondrement mélancolique, pas seulement, nous le connaissions, l'effondrement mélancolique dépend de l'objet, perte de l'objet et deuil, mais un effondrement phobique, révélateur de la mort à soi, de l'agonie psychique, frôlant la folie au bord du suicide et de la mort. En faisant son analyse, cependant, pendant ou après le confinement, l'analysant se lance et nous lance un défi contre son agonie psychique, contre sa mortalité perçue comme coessentielle à sa vie. Il ou elle, le patient, se venge contre l'ancien moi phobique et les anciens liens. Et cette vengeance est aussi un désir de tester la vitalité de l'analyste, la mortalité de l'analyste, la capacité de l'analyste de survivre à toutes les attaques, y compris évidemment celles du transfert et contre-transfert. La capacité de l'analyse de s'identifier au trauma, cependant, n'est pas suffisante. Et je l'ai entendu parler tout à l'heure dans la problématique de la transmission. Il ne suffit pas de s'identifier au trauma. Il faut relier, me semble-t-il, cette identification avec une autre, avec celle de survivre à l'attaque, comme Freud nous le demande quand il définit la civilisation comme un combat de l'espèce humaine pour la vie. Il nous revient donc d'atteindre l'agonie, la désintégration subjective, oui, mais surtout de transformer ce trauma en une expérience intérieure. Et la psychanalyse est le lieu de cette transformation du trauma.
Qu'est-ce que cette expérience intérieure? Comment j'entends l'expérience intérieure? Je vous rappelle, pour simplifier, la définition de Georges Bataille. Il dit ceci: l'expérience intérieure, c'est l'approbation de la vie jusque dans la mort. Jusque dans il n'y a pas de paix, il y a de vie là-dedans. Approprions-nous cette vie jusque dans la mort. Et cette appropriation et approbation de la vie jusque dans la mort procède, dit-il, par contestation permanente. Je retiens ce terme de contestation. L'entendons-nous vraiment quand le patient nous parle, y compris quand il se plaint ou quand il nous idéalise ou quand il nous attaque? L'analysant ne se transforme et ne transforme son trauma que si le processus analytique est mené comme une contestation. Il ne s'agit pas seulement de contenir l'angoisse, le désir ou le trauma, comme nous l'avons appris de Klein ou de Winnicott. Plus radicalement, cette approbation-contestation dans laquelle s'engage l'analyse, y compris à travers, et l'analysant bien sûr, y compris à travers les défenses elles-mêmes, tente de contester le repli sur un pseudo-soi et toute autre identité aux valeurs pour ainsi seulement survivre. Il n'y a pas de politique de la psychanalyse, mais la psychanalyse est dans la politique. Et je l'ai entendu tout à l'heure dans le rappel de la situation actuelle. Quand nous travaillons sur cette subjectivation de l'affirmation de la vie jusque dans la mort, et que nous essayons de réveiller une subjectivité de contestation du repli par l'éveil d'un mouvement vers l'autre, l'étranger en nous, nous nous affrontons à la vulnérabilité, à la pauvreté, au handicap, à la stigmatisation, à l'émigration, aux politiques, à tous les efforts et manque d'efforts de reliance qui se jouent dans les contrats politiques d'aujourd'hui, mais aussi au féminin, y compris dans le sens archaïque du terme, qu'on continue à réduire à la castration et au manque. Dans ces situations et à l'ombre du confinement, les noyaux phobiques ont été souvent retournés en manie contre le féminin, en soi, mais aussi en hostilité anti-femme, voire en féminicide. Donc, un accompagnement délicat dans la famille et l'école est nécessaire pour aborder la bisexualité psychique et sortir de l'affrontement binaire des sexes, mais aussi de l'affrontement binaire des ethnies, des groupes humains, des partis politiques. La guerre des sexes n'est pas un champ nouveau. La guerre politique non plus. Il n'y a pas de paix. Jérémie a raison. Le désarroi humain causé par la viralité nous a amené cependant à réévaluer le lieu analytique pour ne pas le limiter au care, aux soins, compris comme une aptitude à contenir, containment cher au kleinien, ni comme une résilience lorsqu'elle est entendue comme une mental digestion par les bioniens, mais d'envisager le lieu analytique comme une ouverture des néothènes à l'expérience intérieure, comme une contestation du repli phobique pour faire jaillir de nouveaux objets et de nouveaux liens, y compris analytiques, y compris sexuels, y compris politiques. Le lieu psychanalytique est cette membrane tissée par la chair des mots où le trauma se transforme en expérience intérieure. La paix, il n'y a pas de paix. L'espace-temps analytique est une appropriation de la vie jusqu'à la mort. J'avais écrit cela pour vous le présenter à Jérusalem l'année dernière et je le dis aujourd'hui avec plus de force. Une espèce d'immunité intime se constitue dans l'acte analytique. Une immunité intime qui ne remplace pas le vaccin et encore moins la guerre, mais propose des contreforts psychiques indispensables au combat de l'espèce humaine pour la vie. Et c'est la vocation de la psychanalyse qui nous reste à défendre, à pratiquer et à faire entendre à ceux qui sont encore sourds ou hostiles à notre expérience. Merci de m'avoir laissé la parole et merci de toute cette journée que j'ai suivie avec beaucoup d'intérêt.
Merci Julia pour ces réflexions très évidemment, sur le même mode que je vous ai présenté tout à l'heure, très ouvertes sur le monde, en fin de compte, sur plein de mondes et sur le monde et le monde intérieur particulièrement. Il est vrai que votre ouverture des néothènes à l'expérience intérieure reliée au lieu analytique va sûrement avoir des échos auprès des rapporteurs et dans les différents rapports. Je vais d'ailleurs leur passer la parole tout de suite et recevoir vos questions si vous voulez intervenir. Michel et Viviane, je vous convoque à prendre la parole. Merci beaucoup, Julia Kristeva. J'avais eu le plaisir et l'intérêt d'assister à un webinaire que vous aviez donné avec Dominique Scarfone. Vous aviez déjà tous les deux parlé de... Attendez, je me vois figé, vous m'entendez? Moi, je vous entends, oui. Ok. J'avais donc eu le plaisir de vous voir dans un webinaire avec Dominique Scarfone, où à propos du corona, déjà, vous aviez évoqué aussi cette readiness de Hamlet. Alors évidemment, il y a tout un développement qui est extrêmement intéressant sur le sujet, que d'ailleurs Dominique Scarfone a aussi fait dans un article qui est passionnant. Mais je crois que pour ce qui s'agit de Hamlet, on peut le comprendre dans deux sens. Dans le sens où vous dites, c'est-à-dire la readiness, la disponibilité à être mort, mais il y a quand même le sens disons, plus manifeste, plus immédiat, c'est quand il dit qu'à Fortinbras qu'il est prêt à se bagarrer, qu'il a pris des leçons d'escrime et qu'il est donc tout à fait capable de se battre en duel. Ceci dit, Dominique Scarfone avait aussi développé le terme readiness du côté non seulement de la disponibilité, mais pour parler de l'attitude de l'analyste, il avait parlé de la passibilité en empruntant le terme à Lyotard dont on s'était déjà servi à propos de Macomb, et Liator qui avait parlé du terme pour parler de l'attitude que l'homme moderne finalement doit avoir quand il voit une œuvre d'art moderne, c'est-à-dire ne pas chercher à la comprendre, ne pas chercher à la décomposer, mais à être capable de la recevoir telle qu'elle et de la voir s'imprimer sur lui. Alors évidemment, il y a une analogie tout à fait intéressante sur l'attitude de l'analyse, sur sa disposition d'attente, et on y revient, sur son attente croyante, sur une espèce de passibilité qui va lui permettre peut-être de recevoir ce que dit le patient. Et vous avez juste une petite remarque, c'est un peu hors sujet, mais c'est tellement beau que je ne peux pas m'empêcher de ne pas le dire. Vous avez évoqué Jérémie, et en hébreu, dans les lamentations de Jérémie, il y a une petite phrase en hébreu, Ein Menachem. Alors, Ein Menachem, ça veut dire qu'il n'y a personne, personne ne peut consoler celui qui a constaté, qui est survivant de la destruction du temple. Personne ne peut le consoler. Mais les commentateurs ont vu dans ça un autre sens, c'est-à-dire Ein Menachem, le rien peut consoler. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui est ça rejoint un peu la conférence de ce matin de Maxime Benamou. Il y a dans l'hébreu quelque chose qui est absolument remarquable et qui peut quasiment dire deux significations totalement opposées. Quelque chose est inconsolable et pourtant le vide, le rien va consoler. Enfin, je vous remercie infiniment pour votre communication qui donne énormément à réfléchir, à penser et à rêver. Merci beaucoup. Merci Michel, surtout si on pense que le rien c'est une racine latine qui veut dire res, qui vient de res et que ça veut dire la chose. Bien, donc ça amplifie les pluralités et les polysémies. À toi. Non, vas-y, puisque tu as envie de parler tout de suite. Non, alors Viviane. Merci beaucoup Julia. J'aimerais bien vous voir. Là, je vous vois pas, je vois plus rien. Ben, je sais pas, je suis là pourtant, mais je suis là, au fond du. Bon, on s'entend, alors je sais pas. Benjamin, j'ai disparu du tableau. Est-ce qu'on peut me mettre
Bon, Je sais on pas, va je sortir. suis en haut. C'est le ah ben voilà, ça y est, j'ai été Voilà. remise, voilà. Ah, J'étais d'accord. tout Bon, en haut. ok. Bon, bonjour. Alors, ça me fait très, très, très plaisir de pouvoir converser avec vous et avec vous, avec toi, je sais plus. Ça fait longtemps. Ce que je voulais dire, c'est deux, trois choses. Euh, Tu as parlé de l'aspiration à la paix. Impossible cette paix. La paix alors qu'il n'y a pas de paix. Et ça m'a renvoyé à l'article de Freud sur pourquoi la guerre, que j'ai eu l'occasion de commenter. Et ce qui m'y a intéressé, c'est comment il insistait sur le fait que malgré tout, les humains aspirent à la paix. Alors comment comprendre qu'ils aspirent encore à la paix? Alors c'est une tension, et c'est une tension qui est tout le temps là. Et bon, c'est une tension qui nous tient en vérité, hein. Voilà. Maintenant, quand je t'ai entendu parler maintenant, je me suis dit que nous avais donné comment dire, d'une manière très très éloquente, ce que nous avons vraiment entendu par position d'espace matriciel. Cette position d'espace matriciel, euh, elle a à faire avec la violence, avec la capacité de l'analyste de tenir le coup, avec la confrontation dont tu as parlé, comment dire, la métaphore est celle donc de la matrice maternelle, mais c'est évidemment une métaphore qui n'est pas du tout que féminine, c'est une métaphore qui va au-delà du féminin et qui, alors que dit très clairement Lévinas, cette matrice est un lieu où je fais place à l'intérieur de mes entrailles euh, pour la vie, mais au risque de ma propre mort, hein. Et ça rejoint tout à fait ce que tu amenais quand tu parlais du fait qu'il y a une aspiration à la vie jusqu'à la mort. Il s'agit d'être en position où on peut tenir une contestation permanente. Et en vérité, on n'a peut-être pas suffisamment insisté là-dessus. Mais quand, encore une fois, Lévinas, qui nous a inspiré quant à cette métaphore matricielle, fait et parle à partir de là comment dire, du fait que l'idée de matrice en hébreu c'est rechem, et rechem ça débouche sur rachamim. Il y a l'idée encore une fois d'une position qui permet ce dont tu as parlé toi aussi quand tu parlais de reliance, une éthique de survivance, hein, et une présence de la mortalité et de la vie en même temps. Alors ça me permet vraiment de mieux préciser tout ça et encore une fois comment dire, de réaliser que quand on parle de position d'espace matriciel, on parle d'un positionnement de l'analyste euh, qui, euh, qui offre, comme tu dis, une écoute bien particulière au trauma et qui est prêt évidemment à se laisser attaquer. Maintenant, mon troisième point, c'est je suis vraiment reconnaissante que tu sois revenu sur la question de l'exode, de l'exil. Toi, tu as continué avec l'idée de retour. Dans la fin de notre rapport, nous sommes occupés aussi des villes-refuges, de l'exode, de l'exil et aussi du désert, comme métaphore potentielle du lieu analytique. Et ta reprise, disons, m'a renvoyé à nouveau sur ces métaphores-là, alors qu'on a pensé qu'elles nous aidaient peut-être à préciser ce qu'on entendait par l'idée de Macom. Encore une fois, on ne peut pas mettre ce mot à toutes les sauces. Cette idée de Macom qu'on a repris pour essayer de caractériser la situation analytique et donc le lieu analytique lorsque l'analyste, avant toute chose, est en position d'espace matriciel, c'est-à-dire prêt justement à survivre à l'attaque, prêt à la confrontation, prêt
à se laisser chavirer, vaciller. Et bon, quand tu parles évidemment d'écouter avec la chair des mots, on se rejoint très 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 fortement parce que quand on parle en termes d'entrailles, on parle en termes de chair, de première chair, disons. Voilà, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Bien sûr. Merci Viviane pour aussi ton rappel qui mériterait d'articuler plus nettement, mais je suppose que puisque tu as travaillé dessus sur le pourquoi la guerre, cette magnifique réponse à Einstein, où il surgit cette idée très forte de Freud qui est l'accès de certains êtres humains et qui, gentiment, il prête cette qualité à Einstein et à lui-même d'indignation face à la guerre et à la destruction, et ce qui serait à l'autre versant une profession de foi sur une espèce d'espérance, sur une aspiration à la paix. Quand tu as dit cela, je suppose que comme tu avais le texte de Freud en tête, et je pose en même temps la question à Julia, bien sûr, ce conflit entre une aspiration à la paix, mais qui se ferait soit comme une profession de foi, soit au contraire en passant par ce degré on pourrait dire supplémentaire de mentalisation qui consiste à avoir des renoncements importants qui mènent un chemin de la mentalisation qui mène à une indignation contre la guerre. Donc j'aimerais bien avoir aussi un écho de Julia entre cette profession de foi, aspiration à la guerre, et puis l'indignation, cette croissance d'indignation, cet accès à l'indignation. Vous vous rappelez très bien l'une et l'autre que la lettre de réponse à Freud finit par cela, c'est-à-dire cet espoir que les humains atteignent ce degré d'indignation, mais quand Freud l'émet comme espoir, il souligne malgré tout son incertitude quant à cela. Je passe d'abord la parole à Eva, bien sûr, et puis nous reviendrons sur cette question en parallèle, et puis Marilia prendra la parole. Très bien. À toi, Eva. Bon, je peux voir Julia aussi ou... Oui. Remettre Julia. Voilà. Pourquoi je disparais de temps en temps. Mais... Tu n'y es pour rien, nous non plus. Les caméramans... Est-ce que vous pouvez remettre Julia Kristeva, s'il vous plaît? De nous voir qu'entre nous, c'est déprimant. Surtout que c'est toute la journée qu'on se voit qu'entre nous. Nous, on se voit tout le temps, donc c'est bon. Alors... Ça y est, c'est revenu. Ça revient tout seul ou c'est pas... Bon. Ça revient tout seul, c'est pas lié à C'est nous. peut-être ceux qui organisent la plateforme qui règle ça. D'accord. C'est de Rome, il J'attends paraît. peut-être les remarques de Eva et je réponds dans l'ensemble. Oui. Je voudrais... Ou non. Mais si. Est-ce que je réponds? Non, Tu répondras après. On laisse parler Julia, puis Marilia, et puis ensuite tu nous réponds globalement aux différentes interventions. Alors, merci beaucoup, Julia. Donc, je vois que Eva veut parler. Brièvement, hein, je vous rassure. Alors, moi, je voulais vous remercier beaucoup de votre position presque jubilatoire devant le débat et la contestation, position qui est fort appréciable dans le contexte duquel nous parlons. Et je vais essayer de faire comme vous, mais je suis sûre de ne pas y arriver. Mais je vais essayer quand même. Donc, j'ai été très frappée par la disponibilité à la mort et à la mortalité qui est présente dans le lieu analytique, avec le pari d'y survivre. Sur le mode de la survivance, j'entrerai pas dans une discussion parce que les différents modes de la survie nous prendraient beaucoup de temps. Et je prendrai aussi la trilogie des mots, enfin comme vous avez choisi Exode, Exil et Retour. Moi, j'ai pensé à mort, expérience traumatique, trauma, et je ne suis pas sûre de la succession. Je ne suis pas sûre que qu'est-ce qui vient d'abord, l'un ou l'autre de ces... Encore que, bien sûr, il y aurait une logique à parler du trauma, de l'expérience intérieure et de la mort, avec l'idée que la mortalité présente dans le lieu analytique implique
le pari d'y survivre. Et puis, voilà, et je voulais aussi ajouter que j'ai été très séduite par votre expression des néothènes que nous sommes. Et je me demandais si on ne restait pas néothènes et si nous ne le saurions pas rester jusqu'à la mort. Merci. Donc je passe d'abord la parole à Marilia, et puis Julia, je te redonne la parole après. Chère Julia, merci pour ce panorama absolument éblouissant où vous passez de Jérémie à Bataille en passant par Shakespeare et Freud dans un tour absolument remarquable, un tour de scène. Alors, je voudrais vous remercier pour tout, mais surtout plus particulièrement pour une définition que vous donnez de l'espace psychique et qui m'a beaucoup convenu, qui est celle d'une membrane. Et je crois que c'est important que ce soit une membrane qui est tissée, et le tissage me paraît tout aussi important, par la chair des mots. Alors, je crois que c'est extrêmement important et que ça va bien sur ce qui vous a amené à parler de cette chose étrange qui est l'immunité intime à propos de ce qui se passait dans les séances téléphoniques. Voilà, je vous remercie. Vous remettez, c'est possible de remettre Julia sur l'écran, s'il vous plaît? Et puis, je te passe la parole, Julia. Julia, il faudrait que vous mettiez votre micro. Votre micro est éteint. Votre micro est fermé. Voilà, on m'entend maintenant? Oui. Oui, merci à toutes et à tous de ces développements qui m'ont donné le courage de continuer à assumer ce rôle de psychanalyste atypique qui voyage entre les disciplines et les religions aussi. Et de voir que dans votre propre manière de penser, vous avez trouvé des échos et peut-être des voies de développement ultérieures. Je ne suis pas du tout rétive à la paix que nous portons à nos patients. Mais la question qui me préoccupe depuis toujours, et c'est une des raisons pour lesquelles je suis devenue aussi analytique et analyste, pour finir, c'est la conviction que à partir de la tradition biblique, Freud a offert à l'humanité un discours et une expérience qui est la psychanalyse et qui permet aux humains de ne pas dénier la mort, la mortalité et la violence, mais de pouvoir les perlaborer et de constituer l'existence humaine autrement que dans le cadre religieux, mais toujours comme une survivance. Et j'étais un peu interloquée ces derniers temps quand on a parlé de la viralité, lorsque des collègues ont dit mais on nous a sortis de notre confort. Pour moi, la psychanalyse n'a jamais été un confort parce que j'avais toujours l'impression qu'on s'engage dans cette voie par un exode, un exil et un retour, sans forcément en avoir les termes. Certains d'entre nous ne connaissent pas l'histoire biblique ou finissent par la connaître ultérieurement, mais qui s'engagent en analyse sans savoir qu'ils font un exode, un exil et un retour. Et cela m'a convaincue c'est un mot probablement trop hyperbolique que je dirais, mais de l'éternité de Jérusalem, de l'éternité de la tradition juive, ou plutôt de son universalité. Parce qu'à travers cette définition de l'humain que Freud accueillit dans le judaïsme comme arrachement et création de néo-réalité,
il nous donne, il nous immunise contre tous les malheurs, tous les désêtres et toutes les violences qui sont en train de tomber sur l'espèce humaine qu'elle produit elle-même et qui vont de la destruction du globe aux différentes guerres entre les sexes, entre les nations et entre les ethnies. Donc, cette immunité psychanalytique, immunité psychique que l'expérience analytique nous propose, il m'a semblé important de se préoccuper de sa survie aujourd'hui. Et c'est ma deuxième préoccupation, non seulement mettre l'accent sur la confrontation avec la violence, la mortalité, s'indigner par rapport à cela et essayer de s'en sortir, mais se poser la question de savoir comment la psychanalyse va survivre, peut survivre dans l'évolution des techniques et les mésaventures du politique. Et cette préoccupation qui est le destin de notre génération, comment faire que la psychanalyse tienne le coup dans ce contexte qui me préoccupe et qui est en sourdine, tenait un peu ma plume quand j'essayais de trouver les différentes métaphores ou les développements concernant le lieu psychique et le lieu psychanalytique. Je tiens beaucoup à la référence que Viviane a donnée de ce travail et de ce que je vous ai exposé à la dimension maternelle. Mais j'évite cette métaphore de l'utérus ou du matriciel pour m'en tenir à la membrane. Et je remercie beaucoup Marilia d'avoir retenu ce tissage, parce que je pense qu'il faut tenir compte, bien sûr, de la tradition qui nous berce et qui nous oblige et qui nous donne à penser, mais aussi du radical changement des mentalités qui est en train de s'instaurer et où les identités sont balayées ou appelées à s'indigner ou se combattre. Alors que je suis persuadée que la perlaboration psychique que fait le divan, que propose la psychanalyse, consiste par la perlaboration et par la sublimation à créer l'expérience intérieure, qui est le seul antidote, plus que l'indignation, plus que le vaccin, plus que les idéologies, plus que la juridiction. C'est l'antidote à la morbidité du néothène. Parce que, comme le disait Eva, si j'insiste sur le néothène, c'est pour montrer que la paix, il n'y a pas de paix. C'est pas seulement parce que pour des raisons historiques, les humains se sont battus dans des guerres féroces, mais parce que la condition humaine est, par la néothénie, exposée à la mort en nous. Et cette mortalité, la psychanalyse nous permet d'en rendre compte, de l'assumer et de pouvoir lui donner une néo-réalité qui n'est autre que la civilisation. Quelle civilisation? Celle qui tisse des membranes, qui passe par le maternel, bien sûr, passe par le paternel aussi, mais qui n'est pas un univers binaire, qui est de plus en plus qu'on appelle un multivers, terme que j'emprunte à l'astronomie et à l'astrophysique. Et pour créer ce multivers que sont nos patients, il faut passer par la confrontation binaire, par l'indignation, par bien sûr l'investissement qui est à la base de la paix, mais surtout ne pas oublier ce à quoi nous confronte l'explosion de cette membrane, à savoir la haine et la violence. Et j'ai un peu peur que par le souci de présenter la capacité de contenir la violence, nous en diminuions l'essentialité. Cette destructivité fondamentale pour laquelle la psychanalyse est la seule, après les religions, à tenir compte de la dimension psychique et de la survivance dans la culture.
Merci en tout cas de m'avoir écouté, d'avoir poussé mes réflexions dans des domaines qui restent évidemment ouverts pour la suite du colloque et pour le destin de la psychanalyse, je pense, qui nous incombe. Merci beaucoup, c'est très important et je crois que j'ai vu plusieurs réactions autour de moi avec tes dernières phrases sur, on pourrait dire, cette culture du fort intérieur, cette utilisation de la violence au service de cette culture du fort intérieur, mais d'un fort intérieur qui permet ce que tu as appelé l'exode et l'existence. Et ça m'a semblé très fort dans ton propos. Je crois que vraiment, là, il y a eu un mouvement final dans tes dernières phrases qui ont emporté une adhésion à ton propos et on peut t'en remercier beaucoup. Je pense que s'il n'y a pas d'autres interventions venant des rapporteurs, nous allons pouvoir suspendre nos travaux jusqu'à demain et avoir notre moment de régression dans nos forts intérieurs. Notre expérience. Merci beaucoup, Julia.